Bonjour, bienvenue au podcast Le Nord stratégique. Mon nom est Éric Sauvé, président d'Innovigo et vétéran des Forces canadiennes. Mon invité aujourd'hui, le sergent détective à la retraite du SPVM, André Gélina. Bonjour André, Salut Eric, ça va bien? ça va bien toi? Oui. Alors, André Gélina est un sergent détective du SPVM qui s'est déployé en Afghanistan. Alors, la première question que je te pose, comment est-ce qu'on se retrouve en Afghanistan? Est-ce que ça a mal été avec tes superviseurs? Non, c'était pas une punition. En fait, j'étais totalement volontaire. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a plusieurs missions internationales qui s'offrent aux policiers. Euh, Si on regarde traditionnellement dans l'histoire, bon, les gens connaissent Haïti. Probablement, ça a été le plus gros contingent pour des missions. Euh, Puis c'est toujours sous sous la gouverne, en fait, sous les auspices de la GRC, parce que c'est eux qui ont le contrat avec le gouvernement de dispatcher, en bon français, des policiers un peu partout dans le monde. Euh, Moi, à un moment donné, il y avait les limites d'ancienneté qui étaient mises, c'était 10 ans minimum. OK. Ce qui est particulier souvent, c'est que quand tu arrives à 10 ans, ben, c'est là que ta famille commence à se constituer puis que tu as plein d'autres responsabilités, mais évidemment, ils veulent que tu atteignes un certain niveau de maturité et un Oui, niveau d'expérience. oui. Fait que moi, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, le concours est arrivé et je me qualifiais en termes d'ancienneté. Fait que, il y avait à l'époque, il y avait Kosovo, il y avait Soudan, il y avait Haïti, il y avait Afghanistan, puis peut-être Côte d'Ivoire. OK, t'es pas allé pour la plus facile, là. Non, je suis pas allé pour la plus payante non plus. Non plus. Peut-être la prime de risque, on sait pas. Même pas. OK. Non, en fait, moi, c'était clair, tu sais, j'avais été brièvement réserviste dans ma vie. Puis, tu sais, j'ai étudié pour être prof d'histoire. Fait qu'évidemment, l'histoire militaire, pour moi, a toujours représenté un champ d'intérêt assez large, tu sais. Mmh. Fait que, évidemment, le choix naturel pour moi, puis tu sais, je veux dire, à l'époque, quand j'avais rencontré ma conjointe, je lui avais dit, au début de ma carrière, j'avais dit, tu sais, il y a des choses que tu dois savoir, notamment que je vais toujours être policier, fait que c'était pas vivre avec le risque, dis-le. Je travaille avec des filles, fait que si t'aimes pas ça, ben, tu vas être malheureuse, puis moi Ouais. aussi. Puis j'y avais dit, je veux faire une mission la plus dangereuse possible OK. C'était clair. et une mission de guerre si possible. OK. Fait que donc, elle le savait, ça rend pas l'exercice plus facile, mais c'était mon choix. Tu sais, moi, honnêtement, puis tu sais, no offense, là, je veux dire, ça m'intéressait pas de faire une mission un peu plus à caractère humanitaire. Mmh. Moi, je voulais vivre l'aventure, euh, mais j'avais pas d'histoire militaire dans ma famille, à part mon arrière-grand-père qui avait menti sur son âge, il s'était rajeuni pour pouvoir faire la Première Guerre dans le OK. 22e bataillon à OK. l'époque. Oui. Fait que c'est ça. Dans mon livre à moi, j'avais comme pas d'autre choix. Mon pays était en guerre, puis c'était mon devoir d'y aller. OK. À quoi tu t'attendais avant de partir? Là, faut que tu nous rappelles les années. Est-ce que la mission était déjà bien entamée? Parce Ouais. qu'on savait quand même qu'est-ce qui se passait là-bas un peu, là. Ouais, en fait, le SPVM, si je me trompe pas, a commencé via la GRC à la mission aux alentours peut-être de 2006-2007. OK, quand ça commençait à brasser à Kandahar, dans le fond. C'est ça, exactement. Moi, j'étais cédulé pour partir en août 2010. OK. Je m'en allais à Kandahar, dans ce qu'ils appellent les POMLET, là, tu sais, OK, oui. Les les polices, Police Operational Mentoring Liaison oui, Team, quelque la chose comme liaison ça. avec les C'est Afghans. ça, exactement. Puis, ça a été cancellé à la dernière minute parce que la GRC manquait de fonds. OK. Donc, j'avais aucune idée. On savait pas. On a juste eu un courriel laconique. Mission has been cancelled. Puis, that's it. La mission au complet, là, pas Ouais. juste. Ouais, OK, la donc mission, ton tour, c'était mon terminé. tour OK. était cancellé. OK. Et tout mon stock était préparé. C'était 2 semaines avant que je parte. OK. Finalement, heureusement, ça a été repoussé en janvier. Et là, c'était toujours la mission de combat, mais on savait pas trop où est-ce qu'on était pour être dispatché. OK. En fait, moi, je me suis ramassé à la mission de police de l'Union européenne et principalement à Kaboul. OK. J'étais vraiment déçu parce que c'est pas là que je voulais Ouais. aller. Finalement, ben, c'est ça. Après un entraînement de 6 semaines avec les forces armées, ce qu'on appelait l'entraînement individuel de pré-déploiement, là. Ouais. Fait qu'on était avec autant du monde de l'aviation, de la marine que de l'armée de terre. OK, est-ce que tu as fait comme le Wainwright des Forces canadiennes ou Non, tu es vraiment entraîné pour une petite mission, un ouais. peu à part du contingent, mettons? Ouais. Non, malheureusement, je sais que les missions avant nous, même, se sont ramassées dans le désert aux États-Unis, là, Oui, oui. avec un gros exercice de déploiement. Nous, on n'a pas eu ça. On a été, par contre, le dernier tour policier à avoir l'entraînement militaire. Fait que ça, au moins, c'était bon, mais tu sais,
pour ceux qu'on avait déjà été réservistes, c'était quand même une Ouais. révision, là, tu sais, Fait que, dans le fond, c'est le tir, ouais, c'est les 7. masques à gaz. Même les nine-liners, là, tu sais, mais comme ils nous ont OK. expliqué, ils ont dit si vous êtes obligé de caler un tir d'artillerie ou une attaque aérienne, c'est la police qui le fait. C'est parce que ça va vraiment mal. Ouais, je comprends. Fait que, OK, fait que là, tu t'es déployé, tu t'en allais à Kaboul, ce Ouais. qui était pas ton choix. À ce moment-là, tu étais un peu détaché des forces canadiennes. Tu t'étais entraîné avec eux, mais est-ce que tu avais encore une liaison avec eux sur le Non, 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 terrain? non. En fait, nous, là, quand on est arrivé là-bas, là, les forces canadiennes, la seule chose qu'on avait, c'était les équipements. En fait, Ouais, notre combat, au lieu d'être le couleur quatre en pattes, fait, là, tu sais, désert, on va le montrer. ouais. Ça Ben, ressemblait à ça. ouais, c'est ça. Fait que notre combat, tu sais, comme tu vois, il était uniquement beige. Par contre, on avait la veste avec les plates, le casque, tout ça. On avait les insignes. Mais évidemment, on avait un insigne police d'un côté Canada et de l'autre bord, l'insigne du SPVM. OK, On avait la C7, on avait le pistolet d'ailleurs, mais qui venait de la GRC, OK, qui est communément appelé une encre à bateau, qui OK. pèse à peu près, je sais pas combien de livres, mais bon, ça pouvait être pratique, même si t'as plus de balles. Ouais, c'est ça, tu peux t'en servir tout le temps. Ouais, c'est ça. Là, tu te retrouves à Kaboul. Est-ce que tu es en formation, comme tu parlais de la pommelette, donc tu es en formation pour tu fais de la formation pour les policiers afghans? Ouais, en fait, nous, l'Union européenne, la mission de police, il faut comprendre, se spécialisait beaucoup plus au niveau de l'état-major. OK. C'est-à-dire qu'on pouvait être appelé à mentorer autant des généraux que, mettons, exemple, des colonels. Et là, à partir de ce moment-là, ben là, évidemment, ça devenait une question de formation policière OK. dans des domaines assez variés. Tu sais, je me souviens, mon premier mandat, ça a été de bâtir un cours sur la gestion d'une scène de crime quand c'est un crime majeur. OK. Et là, ben évidemment, tu sais, tu es allé en Afghanistan, on comprend absolument rien de la langue et tu te fies uniquement à un interprète. Et nous, c'était généralement des programmes de ce qu'ils appelaient Train the Trainer. Ouais. C'est-à-dire qu'on était dans une salle, il y avait un diffuseur afghan, puis j'avais mon interprète qui me susurrait à l'oreille. Ouais. Et à ce moment-là, moi, quand je le jugeais opportun, ben là, j'intervenais. OK. Et c'est là, bon, ça amène un paquet de péripéties, mais on a fait les policiers, on a fait les procureurs, parce que là-bas, il faut comprendre, c'est le système européen. C'est le procureur qui mène l'enquête et les policiers sont comme un petit peu ses adjoints ou ses outils. Tandis qu'ici, ben, c'est nous qui menons l'enquête et on amène ça au procureur qui, lui, va se battre avec ça à la cour. De mon expérience, la police afghane était notoirement corrompue à Ouais. Kandahar, c'est certain, mais on parle des policiers sur le terrain, dans le fond, qui font de l'extorsion Ouais. envers les gens et tout. Tu travaillais plus au niveau de l'état-major. Est-ce que la situation était un peu mieux que ce que nous autres, on vivait sur le terrain? Je pense pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est l'Afghanistan, il n'y a pas beaucoup d'Afghans qui croyaient en l'Afghanistan. Et ce qu'on se rendait compte avec toutes les rumeurs qu'on entendait, parce qu'on était quand même 27 nations, puis on collaborait quand même aussi avec des forces armées là-bas, tu sais, notamment la gendarmerie française, qui est une composante de l'armée. Mmh. Et tout le monde entendait parler que chaque haut dirigeant, soit policier, militaire ou peu importe, essayait de se bâtir ce qu'on appelle un exit strategy. Tu sais. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de détournements de fonds, Ouais, de choses comme ça, parce qu'ils se disaient ça ne marchera pas. Puis je pense on reviendra là-dessus sûrement, mais je pense qu'une des erreurs des puissances occidentales, ça a été d'annoncer qu'on partait. complètement. Et les Afghans ont le temps et nous, on a l'heure. Fait que partant de ce point-là, ça a été une erreur stratégique tant qu'à moi. Et écoute, à tous les jours, là, quand on se rendait soit au ministère de l'Intérieur ou d'autres endroits comme ça, il y avait des talibans qui étaient infiltrés. Souvent, ça pouvait être des policiers ou des militaires qui vendaient leur uniforme parce qu'ils faisaient comme 5 6 mois qu'ils n'étaient pas payés parce que leur boss gardait la Oui, solde. oui. Et ces gens-là, à tous les jours, il y avait pratiquement des suicide bombers, des attentats. Fait que lorsqu'on se rendait dans ces lieux-là, bien évidemment, c'était toujours pistolet puis C7. Évidemment, on enlevait nos vestes avec des plaques. Les policiers afghans, quand on arrivait dans des cours, étaient fouillés par des contractors. Ouais. Mais c'est arrivé, parce que j'avais déjà fait le cours de détection d'armes armées, que je me rende compte que j'ai un policier dans mon cours qui est armé. Et là, il fait ça pour se protéger, ce qui est légitime quand tu, entre guillemets, collabores avec nous, ou parce qu'ils nous en voulaient. Donc, la menace venait de l'intérieur aussi, là. T'étais pas juste, tu craignais pas seulement les talibans à l'extérieur du camp, mais ceux qui rentraient, qui se déclaraient policiers ou qui venaient faire les Ouais. cours peuvent être soit des infiltrés ou des menaces directement à vous. Oui, parce que c'était quotidien.
Je veux dire, je veux dire, souvent, je me souviens, mon premier retour de vacances, la veille à l'aéroport de Kaboul, il y a un pilote afghan qui avait viré son arme comme un paquet de monde. Oui, Puis c'est des Américains qui l'avaient, comment dire, neutralisé. oui. Mais tu sais, nous, là-bas, on était en jean barmé, là. Je veux dire, on attendait de prendre l'avion. Fait que c'était quotidien. Puis évidemment, tu sais, nous, là-bas, même si on n'était pas militaire, on était ce qu'on appelle outside the wire à tous les jours. C'est-à-dire, je partais de mon lieu de résidence, qui était le Green Village, qui est sur Jalalabad Road, ceux qui connaissent un peu Kaboul. Et par la suite, un peu plus loin, il y avait la base d'Eupol. Et, et là, on s'entendait à peu près dans tous les bâtiments officiels de Kaboul. On était 2 polices, 2 C7, 2 pistolets dans un G-Wagon légèrement blindé. On n'avait jamais d'escorte militaire, fait qu'évidemment, le danger était à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et juste une petite anecdote, à un moment donné, on était en Afghanistan quand Ben Laden s'est fait tuer par les Oui. Américains. Et on donnait un cours de contrôle des informateurs. Et là, il y a un Afghan qui dit, ça donne quoi de faire du renseignement avec les satellites puis tout ça? On a dit, ben, t'en as pas de satellite, toi? on va régler ça. Ils sont loin de ça. C'est ça, puis on disait, ben, l'être humain, on ne pourra jamais évacuer le facteur humain dans du renseignement ou du contrôle informateur. Et là, mon partenaire, qui est un sergent d'Ottawa, Steve, il dit, How do you think we got Bin Laden? Ouais. Comment pensez-vous qu'on a eu Bin Laden? Et là, on s'est rendu compte qu'il y en a plein qui l'aimaient, Bin Laden, dans la classe. Là. Ah ouais. Et les personnes ne trouvaient ça drôle. Là. C'était pas une victoire pour eux. Non, c'était pas une victoire pour eux. Puis, écoute, je te dis, à un point tel que j'ai fait comme je me suis retourné, puis on s'est regardé, puis on a dit, OK, nos ça sont là. Puis là, j'avais dit en joke, j'ai dit, fais une danse, fais quelque chose, change leurs idées parce que je pense qu'ils l'ont pas trouvé drôle, tu sais. Non. C'était un peu le même titre que quand je parlais avec mon interprète qui me disait tout le temps, il dit, moi, si les Russes étaient encore là, je serais général. Ouais. Et... Ils ont une histoire assez mouvementée, les Afghans. Tout à fait. Puis, tout dépendant si c'était un Afghan urbain ou un Afghan de campagne, c'est des perspectives différentes. Ouais. Alors, former une police en temps de guerre, tu parlais de scènes de crime. On croirait dans le fond que c'est un temps de paix qu'on les forme, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses comme, mettons, de les aider à survivre directement jour après jour au front? Parce que c'est un peu ça que nous, on vivait à Kandahar. Les policiers étaient un peu au front toujours. Oui. Puis, en fait, ce qu'il faut comprendre, là, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que la police afghane était un peu utilisée comme des unités d'infanterie légère. Surtout quand on les voyait dans leur pick-up Ford Ranger vert, là, on se disait, s'ils sautent un IED, là, je veux dire, Il y a beaucoup de chance. ils n'ont aucune chance de survie. Là. Puis, évidemment, tu sais, le gros problème qu'on avait avec en fait, tout l'ensemble de la mission, parce qu'on avait des policiers aussi qui étaient avec NTMA, qui était NATO Training Mission Afghanistan. Ceux qui font l'entraînement. D'autres policiers, mais à d'autres niveaux. Ouais. Mais, tu sais, ce qu'on se rendait compte en bout de ligne, c'est que c'était plus important pour l'organisation, on va dire l'OTAN, de pouvoir sortir des chiffres que de se préoccuper de ce que j'appelais le end product, le produit final. Et on nous refusait souvent de sortir de la base, de la base où on se rendait à tous les jours ou d'autres endroits, pour aller les former. Exemple, un cours de filature. Ben, j'étais obligé de faire un cours de filature dans un parc protégé à l'intérieur d'une enceinte parce qu'ils ne voulaient pas qu'on aille dehors. Mais en même temps, nous, on l'acceptait le risque. On ne s'est pas engagé pour aller en Afghanistan, pour aller au Club Med. Mais je pense qu'ils se foutaient de la qualité. Ils voulaient juste pouvoir dire à un moment donné, moralement, regardez, si ça a foiré, on a fait ce qu'on avait à faire, on a formé tant de centaines de milliers de policiers ou de militaires, puis c'est leur problème s'ils n'ont pas su s'organiser avec ça. Tu tombes sur un sujet qui me fascine les mesures de performance et les mesures d'efficacité. Ouais. Les mesures de performance étant, on a gradué 120 policiers sur le dernier cours. Les mesures d'efficacité, est-ce que ça a vraiment fonctionné? Est-ce que le produit est là? Je pense que c'était le même problème qu'on avait dans le Sud aussi, c'est de dire, on est capable de dire combien de bombes on a lâchées, combien de talibans on a tués. On n'est pas capable de dire s'il y a vraiment eu de l'efficacité sur le terrain. C'est un peu ça que tu vivais aussi. Exactement. Puis, tu sais, il faut comprendre, les gens doivent comprendre une chose, c'est qu'en Afghanistan, effectivement, il y avait des forces qu'on va dire les forces rebelles, les forces terroristes. Tu avais le réseau Haqqani, tu avais les talibans, mais tu avais aussi beaucoup de crimes organisés qui faisaient peut-être un peu le jonction entre la société civile puis les forces terroristes là-bas. Je pense qu'ils jouaient un peu ces deux bords. Fait que dans un pays en guerre, puis c'est ça, je pense que ça met un petit peu en place l'avenir. Puis c'est pour ça, je pense que la police, on est utile même sur des théâtres de guerre. Parce que pour gagner une guerre, puis tu sais, écoute, je suis pas un grand stratège, j'ai pas été général, là, mais il faut comprendre une chose, c'est que la police va récolter énormément d'informations qui vont être utiles pour l'armée, pour les opérations militaires. Et s'il n'y a pas de confiance entre le peuple
puis l'armée, puis la police, pardon. Puis si la police est toujours vue comme un moyen d'oppression ou un moyen de se faire extorquer de l'argent, ben, si on n'est pas capable d'améliorer le quotidien des citoyens avec leurs préoccupations sécuritaires, ben, ils nous le diront pas, c'est qui creuse des trous la nuit pour aller mettre des mines. Et ça, ça a été un de mes mandats, entre autres, d'ailleurs, quand je suis arrivé avec l'armée américaine, parce qu'il faut comprendre qu'EUPOL avait des PRT, des équipes de reconstruction provinciales, Oui. un peu partout à travers On en avait un à l'Afghanistan. Kandahar aussi, un gros à Kandahar City. Ben, c'est ça. Nous, en fait, EUPOL en avait, tu sais, moi, j'ai fait Mazar-e-Sharif, Ouais. j'ai fait Bamiyan, très, très brièvement, Herat. On en avait partout. Il y en avait Et à tu t'es Faizabad. promené, là, on n'a pas la carte exacte, là, mais Ouais, 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 je me Herat suis. dans le Ouais, ouais, nord, Kandahar sud, Mazar-e-Sharif en Mazar-e-Sharif. haut. Ouais. J'ai fait ben, Kandahar très brièvement, mais j'ai passé aussi beaucoup de temps à Bamiyan, à l'endroit où est-ce que, tu sais, les fameux Les Bouddhas, fameux là. Bouddhas qui ont sauté avant la guerre. Ouais. Puis, avec l'armée américaine, quand je me suis porté volontaire, parce qu'il faut comprendre que EUPOL, l'Union européenne, c'est 27 nations, plus des nations contributrices comme le Canada qui n'étaient pas membres de l'Union européenne. Puis chacun avait un peu ses règles d'engagement, puis ses fameux caveats, là. Ouais. Puis nous, les Canadiens, on avait des règles d'engagement qui étaient assez, on va dire, avantageuses. Fait qu'on pouvait se porter volontaire. Fait que moi, je me suis ramassé au remplacer 2 Suédois qui étaient avec l'armée américaine. Des fois, mon partner venait me rejoindre, mais lui, il était un peu, si tu veux, le second in command de l'unité à Kaboul. Fait qu'il fallait qu'il remplace le boss, un colonel allemand, des fois. Fait que je me suis ramassé là-bas, puis c'était ça exactement, ma première rencontre avec le colonel. Outre l'humour particulier aux militaires, puis le fait qu'il m'avait dit que Paul y envoyait juste une gang de peureux. Euh, ben c'est ça. C'était d'établir un plan de collecte pour pouvoir être capable de prédire un petit peu là, via une analyse qu'est-ce qui était pour se produire dans l'environnement là, de cette région-là. Là. Ouais. Fait que notre porte de sortie pour l'Afghanistan, c'était vraiment de mettre le gouvernement afghan en place, les forces armées, la police afghane. Dans le fond, c'est qui nous remplace un peu. Fait que la formation était importante. Nous, dans le Sud, on formait l'armée afghane, la police afghane était formée. On essayait d'amener les centres de district, les fameux district centers, d'amener une présence. Dans le fond, tu contribuais à ça de Kaboul, mais je sais que bon, tu t'es promené, mais tu as passé un certain temps aussi à Tarinkot. Je pense Oui, que tu t'es déployé oui. en milieu de mission, si je ne me trompe pas. Ouais, ben en fait, ouais, pas mal, je te dirais, à l'entour du printemps. Puis, tu sais, j'avais entendu dire que l'été, c'est ce qui était le plus chaud à cause des récoltes d'opium, là, Ouais. dans le sud. Fait que j'avais essayé de repousser le plus possible mes vacances, plus vers la fin de l'été ou automne, parce que je voulais pas manquer ça. Puis, c'est ça, en me portant volontaire pour remplacer mes Suédois à Tarinkot, qui en fait, il faut comprendre, c'est que le Rusgan est une petite province qui est coincée entre le Kandahar Ouais. puis le Helmand. Fait que je me plaisais à dire des fois qu'on avait le meilleur des deux bords. Ou le pire. Ou le pire, dépendamment de la perspective. Fait que c'est ça. Puis là-bas, c'était principalement une base australienne et américaine. Ouais. Il y avait aussi d'autres petites nations là, C'est qui ça, contrôlaient le pour périmètre. comprendre, c'est au nord de Kandahar, c'est assez isolé comme endroit. Oui, oui, Et c'est très puis les désertique. Australiens et les Américains étaient là. Tu Oui, étais présent avec eux. oui, exactement. Puis c'est ça, mais évidemment, là-bas, il n'y avait aucune opération qui était pensable sans l'aide des militaires. Une fois, on est sorti en G-Wagon à l'extérieur de la base. Pas ce qui est le plus blindé, Ça là. a été la dernière fois. En fait, mon partenaire voulait absolument l'essayer, puis quand on est revenu, il m'a écouté. Je pense qu'on était coincés entre deux M-Rap, là, puis on avait hâte de revenir, tu sais. On appelle ça une fausse bonne idée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Même si c'est un truck qui est le fun, là, puis qui coûte cher, mais c'était pas une bonne idée. Fait que finalement, c'est ça, on était là-bas, puis un de nos premiers mandats, ça a été de former justement des procureurs pour s'assurer qu'il y avait une collaboration, on va dire, éclairée entre les policiers et les procureurs. Puis tu sais, ce qui était particulier, tu l'as sûrement vécu, on se ramassait avec des procureurs qui étaient illettrés, puis qui étaient supposément diplômés de droit islamique. OK. Écoute, juste leur apprendre comment faire un dessin d'une scène de crime, il a fallu qu'à un moment donné, j'essaye de trouver une image parce qu'ils étaient incapables de dessiner. C'était, imaginez-vous que vous êtes un oiseau et que vous survolez, puis dessinez-moi ce que vous voyez. Ouais. Fait que, tu sais, c'était assez basic. Là. On a abandonné l'idée de leur montrer les cartes aussi, puis de trouver le point sur la carte parce qu'ils n'étaient pas capables de lire, malgré qu'ils faisaient semblant qu'ils étaient capables de lire. Fait que Ouais, j'imagine que c'était un peu la même chose que tu vivais. Non, puis tu sais, l'idée, c'est pas de les blâmer. Je veux dire, si on était né dans cet Ah ouais. environnement-là, dans un pays qui a eu des guerres successives et des occupations successives, puis tu sais, je veux dire, tu sais, mélange là 90% d'illettrés
avec ces générations de gens qui sont traumatisés par l'ensemble des guerres, puis mêle la religion là-dedans. Je veux dire, c'est un cocktail là, Ouais. qui est assez indigeste, on va le dire c'est comme ça. Tu as parlé des procureurs, ça m'intéresse parce que un des points qu'on s'est rendu compte, c'est que le système de justice, l'importance du système de justice pour la vie de tous les jours. Puis là, je donne un exemple bien simple. On s'entend bien entre voisins, mais si ça va pas bien, on appelle la police, on peut aller en cours si Ouais, on s'est fait avoir dans un contrat. Les talibans avaient leur propre système de justice aussi, ouais, qu'ils amenaient pour régler des conflits comme ouais, il me volé une vache, mettons. ouais. Fait que ça, c'était un des points positifs des talibans pour les gens, c'était qu'ils réglaient leurs problèmes. Est-ce que tu voyais la même chose un peu avec les policiers et les procureurs que tu formais? Est-ce qu'il y avait vraiment une envie d'aider la population comme les talibans pouvaient le faire à leur façon? Tu sais, il faut comprendre, beaucoup d'anciens militaires là-bas, puis beaucoup en fait, beaucoup de militaires, de nouveaux militaires et de nouveaux policiers étaient probablement des gens qui avaient été associés de près ou de loin avec des seigneurs de guerre, tu sais. Puis, eux autres, bon, ils se sont fait vendre l'idée d'une nouvelle nation, puis si tu veux rebâtir une nation, tu dois, assurer la sécurité de ta population, mais tu dois aussi bâtir un système gouvernemental crédible. Ouais. Puis et là, évidemment, la police, les tribunaux sont essentiels parce que, comme je t'ai dit, là-bas, tu sais, l'ennemi n'a pas d'uniforme là-bas, hein. Ouais. Tu sais, c'est le gars qui te vend ton pain plate qui aplatit avec ses pieds le jour, là. Mhm. Ben, c'est peut-être le gars qui va aller, mettre un IED à un moment donné la nuit, tu sais. Fait qu'il faut qu'il y ait ce système-là qui se rebâtisse, qui soit crédible. Puis quand tu parles des talibans, bien évidemment, c'est ce qu'on essayait, j'expliquais à mon colonel américain, j'ai dit: «Faut que la population voit leur intérêt d'aller du côté du gouvernement». Tu Ouais. sais, on parlait souvent de Karzai, on disait en joke que c'était le maire de Kaboul, là. Parce qu'en dehors de Kaboul, ils contrôlaient pas grand-chose, tu sais. Mhm. Et eux autres, les talibans avaient compris, c'est ça, cette histoire-là, c'est de dire comment est-ce qu'on peut amener une meilleure confiance. Parce que, tu sais, la corruption là-bas, c'est incroyable, là. Ouais. Je veux dire, à Kaboul, je me souviens d'avoir visité un centre où il y avait des caméras pour l'époque ultra perfectionnées et c'était pas nécessairement juste pour surveiller les possibilités, pardon, d'attentats, mais c'était aussi pour essayer d'endiguer la corruption. Ouais, c'est Des ça. policiers qui interceptaient du monde puis qui les battaient ou ils essayaient de leur voler ou d'obtenir, de l'argent ou quoi que ce soit. Pendant ton tour, est-ce que tu as vu une progression justement à ce niveau-là? Est-ce qu'on arrive à leur inculquer des notions d'éthique, d'équité, essayer d'enrayer la corruption? Parce qu'on l'a vu sur notre tour aussi, nos soldats se sont déployés très près des policiers afghans sur des postes et ils ont vu justement la corruption baisser parce que, bon, il y avait des Canadiens qui les surveillaient, là. Est-ce que tu as vu la même chose un peu de ton côté? C'est difficile à mesurer, tu sais, parce que comme je te dis, les seuls temps qu'on pouvait être proche de l'opération, ça a été quand j'ai été déployé dans les zones du sud, dans ce qu'on appelle les zones de combat, là, tu sais, Ouais. RC South, là, Regional Command South. Puis, il faut comprendre aussi, c'est que le Canada, on était à mi-chemin à ce moment-là entre la mission de combat puis la mission de formation qui se rapatriait vers Kaboul. Moi, j'ai pu me faufiler entre les 2 parce que j'avais le chapeau de l'Union européenne, mais à un moment donné, même l'ambassade exigeait que je reste pas plus que 10 jours, fait qu'il me faisait revenir 10 jours à Kaboul, une journée pour remettre le timer à 0. Mais des fois, je mentais La bureaucratie. des fois, je mentais parce qu'on se faisait bombarder assez régulièrement avec des tirs de roquettes. Puis là, je disais: «Écoutez, la piste a été touchée». C'est impossible C'est de impossible. Fait qu'il y avait pas de moyen de vérifier. Fait que je restais pour des plus longues périodes, mais tu sais, j'ai à peu près été 3 mois avec eux autres là-bas. Puis, tu sais, écoute, c'est difficile aussi de confier à une unité militaire la formation de policiers. Parce que, veux pas, c'est différent comme job. c'est pas la même chose. C'est pas pareil, tu sais. Puis je me souviens, à un moment donné, les Américains nous avaient appelés, puis ils avaient dit: «On s'en va à la chasse, venez-vous avec nous autres?» Bon, évidemment, on a dit oui. Puis là, c'était toute la question, comment est-ce qu'ils nous percevaient, tu sais. Mhm. Puis je me souviens, le colonel avait dit à un moment donné, il dit: «Pensez-vous que vous allez être capable de nous suivre?» Puis j'ai pas eu le temps de répondre, parce que mon partenaire était quasiment plus cocky que moi. Il avait dit: «Fucking right», tu sais. Et à un moment donné, là, on allait chercher les sites de lancement de roquettes, tu sais, parce qu'ils nous canardaient régulièrement, jour, soir et nuit. Et évidemment, notre rôle, nous autres, c'était pour superviser la scène de crime. Parce que, tu sais, quand tu trouves des restants d'IED ou des choses comme ça, évidemment, il y a un travail de quasiment de criminalistique à Ouais, faire. ouais. Si tu retrouves toujours la même ADN sur tes composantes qui restent, tu sais que ton problème est circonscrit.
Mmh. Si tu n'as jamais la même ADN, là, tu dis ton problème est gros. Là. Oui. Fait qu'évidemment, ça, c'était un peu notre rôle, mais je te mentirais pas que c'était un peu aussi une excuse pour essayer de déborder de notre mandat puis d'avoir du fun. Ouais. Mais je veux dire, Les journées sont longues en Afghanistan. Les déploiements sont les longs. journées sont longues, il fait chaud. Ouais. Tu sais, à un moment donné, on était en patrouille, puis il y a 2 militaires américains qui ont fait un coup de chaleur. Fait que là, tu sais, quand je te dis pour établir notre crédibilité, ben, on a décidé de traîner le stock des 2 soldats Ouais. en plus du nôtre. Ouais. Ça a été tough. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, là, on faisait partie de la gang, puis il y avait une confiance qui s'était établie. Tantôt, tu as mentionné que le fait de déclarer qu'on quittait l'Afghanistan, c'est une erreur stratégique. Je suis 1000% d'accord avec toi. Dans le fond, les talibans attendaient qu'on s'en aille. Ils allaient se reposer au Pakistan entre les périodes de combat, ils revenaient et tout. Je veux t'entendre sur le fait justement qu'on a dit qu'on ait quitté en 2021 Ouais, avec des images à Kaboul d'Afghans qui s'accrochent sur les ouais, avions, ouais. qui rappelaient Saigon Ouais, 1975. ouais. Comment est-ce que tu as vécu ça? Je sais qu'il y a beaucoup de militaires, Ouais. puis toi, tu es un vétéran aussi. Comment est-ce que tu as vécu le fait que ça s'est transformé en échec, dans le fond? Ben, tu sais, le parallèle que tu fais avec Saigon, là, c'est très bien parce que quand tu disais qu'on voulait tranquillement transférer aux Afghans, mais c'était un peu une genre de vietnamisation du conflit qu'on voulait Oui. faire, comme il s'est produit à l'époque. Comment j'ai vécu ça? Écoute, c'était un peu des sentiments partagés. C'est sûr que quand tu t'arrêtes à penser à tous les risques qu'on a pris là-bas, Mhm. à tous les morts, les blessés, puis tu sais, je pense que personne n'est revenu de là sans avoir laissé euh, une partie de soi là-bas, tu sais. Mhm. Fait que c'est sûr qu'on peut se dire tout ça pour ça. Quand je suis revenu, j'ai été envoyé à la GRC dans une unité de sécurité nationale. Et ma perception, si j'y vais de façon très, on va dire, froide, ben, on s'est payé le temps qu'on était là durant à peu près 20 ans, là, si on, toute nation Ouais, confondue. On ouais, s'est payé une police d'assurance, tu sais. C'est-à-dire qu'on s'est assuré que l'Afghanistan ne redevenait pas la base logistique d'entraînement qu'elle avait déjà été à l'époque d'Oussama Ben Laden. Euh, En même temps, moi, comment je me situe là-dedans? Tu sais, moi, j'ai fait ma job là-bas. Tu sais, je me suis porté volontaire. Je l'ai fait de façon la plus honnête possible, au meilleur de mes capacités. Ceux qui ont failli là-dedans, je mhm, pense que c'est les politiciens. ouais, Parce que c'est difficile pour une démocratie d'avoir des gens qui reviennent dans des sacs verts, puis que les coûts s'accumulent aussi, pour des résultats très mitigés. ouais. Euh, Fait que c'est sûr que c'était écrit dans le ciel que ça finirait un jour. Mais tu sais, moi, j'ai fait ma job là-bas. Ben, tu sais, c'est le point que je veux faire un peu aux vétérans, c'est de dire, on a fait notre travail, on a fait notre boulot, on était là, on a servi notre pays, on était là pendant un certain temps, 6 mois, 9 mois, il y en a qui ont fait plusieurs tours. Ouais, On n'est pas vraiment responsable de la sortie. En fait, non, on n'est pas du non, tout responsable de la sortie. On n'a pas à prendre ça sur nos épaules, non. dans le fond, parce qu'on est des professionnels qui vont là au nom de leur pays. Ouais, On fait ce qu'on a à faire du mieux qu'on peut, et ouais. puis Ah ouais, sortir la puis, tête haute. puis tu sais, les gens doivent s'enlever de l'attente qu'on est allé là pour une question monétaire, là. Je veux Mhm. dire, il n'y a pas un chèque qui vaut que tu risques de perdre une jambe, de perdre la vie ou de souffrir de stress post-traumatique comme plusieurs on a souffert. Tu sais. Ça vaut pas la peine parce que faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas que nous qui payons le prix, c'est aussi notre entourage qui est avec nous pendant qu'on est là-bas, qui s'inquiète pour nous. Mais c'est ça, exactement, tu as raison. Il faut que les gens réalisent une chose, c'est que est-ce que tu as fait ta job honnêtement au meilleur de tes capacités? Le reste, ça ne t'appartient pas. Ouais. Je veux dire, c'est pas nous qui faisons les politiques internationales, puis les deals, puis tout ça. C'est sûr que c'est désolant de le voir parce qu'évidemment, on a laissé des interprètes là-bas avec qui on a pu avoir des atomes crochus, on a pu rencontrer des gens. On espère qu'on a fait la différence pour certaines personnes, puis qu'il y a des choses qui vont rester. Ouais. Mais tu sais, les femmes, là, moi, je suis arrivé là-bas, à l'époque des talibans, c'était l'âge des cavernes. Puis je dis souvent en joke, puis c'est pas une joke, là. Je dis, on a peut-être atteint le Moyen Âge, Ouais. mais là, malheureusement, ils sont retournés plus bas que l'âge des cavernes, je Ouais. pense. Mais comme on dit, il y a 40 000 militaires canadiens qui ont Oui, servi, puis tu as fait un bon point, leur famille aussi, puis la famille élargie, les voisins, ça a un impact sur une génération, il n'y a aucun doute là-dessus. c'est sûr. Puis tu sais, j'oserais te dire, sur les 40 000 militaires, il y a, je pense, 250 policiers. Oui, Dont 15 du SPVM, puis ça, c'est très, très peu connu. Puis, tu sais, c'est une des raisons pourquoi
je pense qu'il faut en parler, tu sais, parce que le 11 novembre, évidemment, puis tu sais, on est plusieurs policiers qu'on a été réservistes ou réguliers, là, tu sais, on a un immense respect pour l'armée. Mais de plus en plus, il y a une portion du 11 novembre qui nous appartient Ah, aussi. complètement. Tu sais, j'ai des amis qui ont été déployés au Mali. C'était pas une mission facile non plus, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, en bout de ligne, je veux dire, tout le monde a payé un prix, puis on le sous-estime beaucoup, mais les familles Oui, ici, eux autres aussi auraient mérité d'être décorées. complètement. Écoute, André, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, pour ton honnêteté, pour ton service aussi. J'espère que tu es fier de ce que tu as fait, puis j'espère que les Canadiens sont fiers de ce que tu as fait aussi. Ben, merci, puis je te retourne le compliment. Merci beaucoup. Alors, écoutez, c'est assez rapide, mais très belle discussion avec mon ami André Gélina. J'espère que vous allez continuer à nous suivre. On a plusieurs autres invités qui s'en viennent. Un podcast géopolitique, défense et sécurité, mais avec un côté humain. Donc, merci d'avoir été là.